Bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, je suis Jeanne-Marie Portevin, je suis la directrice des études et de la recherche de l'école. Bonjour, je suis Virginie David, la chef du service des études. Alors, le Corbusier disait de l'architecture qu'elle est une culture générale. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et je crois qu'elle dit beaucoup des études d'architecture qui effectivement ouvre sur un grand nombre de disciplines, de savoirs, de théories, d'images et de pensées. J'en parle aussi pour tous les parents qui sont dans la salle, pour vous dire aussi que ce sont des études justement parce que c'est une culture générale, parce qu'elles sont pluridisciplinaires, qui peuvent ouvrir aussi à une très grande diversité de métiers. Et donc, avoir cette culture de projet propre à l'architecture, ça peut ensuite ouvrir à un très grand nombre de métiers, de domaines. Et c'est une formation intellectuelle qui, me semble, est très importante, très propice à tout un tas d'exercices ensuite. Donc, nous, là, pendant une petite heure à peine, on va vous présenter les études d'architecture, montrer comment elles s'organisent et j'imagine ce qui vous intéresse au plus haut point, comment on y accède. Et avant juste de commencer, parce que c'est une question qui revient souvent quand on fait ces moments-là de journée portes ouvertes, de dire quelque chose sur l'école de Versailles. Souvent on nous demande « Ah, mais quelle est la spécificité de l'école d'architecture de Versailles ?» Alors, c'est pas toujours facile à définir, pour tout vous dire. Parce que justement, sa spécificité, c'est d'ouvrir les esprits à une pluralité d'approches, à une pluralité de manières de concevoir. Et en fait, tout au long de vos études à l'école de Versailles, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles d'architecture, vous verrez si vous allez faire d'autres portes ouvertes, c'est un petit peu différent. Ici, ce qui est très spécifique, c'est que vous allez être en contact avec un très grand nombre d'enseignants qui vont vous faire découvrir cette pluralité. Et ce sera ensuite à vous, étudiants, puis après futurs architectes, de vous faire votre idée, de concevoir, de décider quelle sera votre approche de l'architecture. Parce que vous verrez, dans d'autres écoles, ils vous parleront de domaine d'études. Et à Versailles, il n'y a pas de domaine d'études. On a 5 grandes thématiques. Si vous regardez le site de l'école, vous pouvez regarder, mais qui sont vraiment des grandes thématiques très transversales qui traversent comme ça toutes les études. Mais vous ne serez pas attaché à un domaine d'études et dans lequel vous allez rester tout au long de votre scolarité, de votre parcours universitaire. Mais vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez rencontrer une grande diversité d'enseignants, de concepteurs, d'architectes et de personnalités aussi, d'ailleurs. Alors, un fil rouge néanmoins, si vous allez peut-être aller après, vous l'avez déjà fait, vous allez aller vous promener un peu dans l'école, vous verrez qu'il y a quand même une question qui est la question écologique, l'attention au climat, qui quand même est vraiment un fil rouge ici à l'école, mais évidemment pas que chez nous à Versailles. Alors, donc l'organisation des études, on va vous en dire quelques mots. Les écoles d'architecture, maintenant, il y a des places devant si vous voulez vous asseoir. Depuis maintenant un certain nombre d'années, je ne sais plus, je ne vais pas réussir à calculer, sont organisées selon le schéma qu'on appelle LMD. Ça doit vous parler là si vous êtes intéressé à l'enseignement supérieur. Donc, licence, master, doctorat. Donc, il y a un schéma européen. Donc, une licence en 3 ans. Ensuite, un master à Bac+5 et ensuite un doctorat Bac+8. Justement, cette organisation LMD, elle est très importante dans le système européen parce qu'elle vous permettra d'avoir une mobilité à travers tous les établissements européens et de faire valoir tous les enseignements que vous aurez acquis, que vous pourrez faire valoir en équivalence dans d'autres pays européens. Et peut-être juste dire, parce que je vous parle de licence, master, doctorat, mais peut-être que vous le savez déjà, seule l'université est accréditée pour délivrer des licences, des masters. Et donc, les écoles d'architecture délivrent des diplômes valant grade de licence et valant grade de master. Hein. Mais bon, c'est la même chose, hein, c'est juste... votre diplôme ne s'appellera pas master, mais il vaut grade de master.
Ah bah voilà, les diplômes. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Non, je peux pas. Oui, alors le diplôme, le DEEA, le diplôme d'études en architecture, il est validé à la fin des 3 années que nos étudiants suivent en licence. Cette licence, après on en parlera peut-être plus tard de la constitution du suivi, voilà. Énoncer les diplômes, il faut que tu... Voilà, et du coup, à la suite de la réussite de ce diplôme de licence, les étudiants poursuivent en master avec 2 années supplémentaires pour enfin obtenir le diplôme d'état d'architecte. Il y a une coquille, c'est état avec une majuscule. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est un diplôme National. d'État et non pas un diplôme d'école. Donc c'est un diplôme national. Voilà. Et ensuite, après ce diplôme, les étudiants peuvent se diriger vers le doctorat, vers la recherche. Et le doctorat, c'est 3 ans supplémentaires après ces 5 ans de licence et master. Donc ça, c'est vraiment le schéma LMD, licence, master, doctorat. Voilà. Là, c'est un petit schéma pour vous montrer justement cette organisation des études et introduire le fait que voilà, la première année à Versailles, vous pouvez la faire de différentes manières. Il y a différentes voies d'accès. Donc l'architecture, dont on va parler principalement, mais également il y a un double diplôme architecte, ingénieur, génie civil, dont on vous reparlera aussi plus tard. Donc l'entrée se fait dès la première année. Et puis il y a une année particulière, il y a un petit décalage, Oui. qui s'appelle APA pour Art, Paysage, Architecture. Et donc c'est juste une première année, un peu ce qu'on appelait autrefois propédeutique. C'est-à-dire que vous allez, si vous entrez dans ce cursus, vous arrivez dans 3 écoles en fait. Vous êtes inscrit dans 3 écoles, dans l'école de paysage de Versailles, dans l'école d'architecture de Versailles et dans l'école d'art de Cergy. Et pendant la première année, vous allez faire des enseignements. Oui. Vous n'entendez pas? Alors ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui monte le son? C'est le micro. Pardon? Impossible. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, ok. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, ensuite, en deuxième année, vous choisissez l'une des 3 écoles et vous entrez directement en deuxième année. Voilà, je ne vais pas m'étendre, vous regardez le petit schéma. Et ensuite, voilà, en 6e année, vous avez d'autres possibilités aussi, en post-diplôme, d'intégrer d'autres formations dont je vous parlerai après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc le cycle licence vers lequel vous postulez via Parcoursup avec une entrée en première année, c'est le moment des acquis, des fondamentaux. Vous êtes candidat, vous êtes lycéen pour la majorité dans cette assemblée. Vous n'avez encore jamais fait d'architecture ou alors vous l'avez côtoyé de par vos expériences en famille ou par curiosité lors des visites que vous pouvez faire. Mais l'objectif en licence, c'est de s'approprier justement l'architecture dans toute sa dimension, à la fois intellectuelle, à la fois anthropologique, technique, de conception, sociologique. Donc c'est réellement bien d'acquérir les bases d'une culture architecturale et de comprendre la pratique du projet et le processus de conception en se basant sur des enseignements en atelier de projet et en suivant des cours de discipline très diverses. On les verra tout à l'heure. Ben voilà, les voilà. Donc, en suivant des cours de langue, des cours de philosophie, de l'anthropologie, vous avez des cours d'histoire de l'art, histoire de l'architecture, des cours de géométrie, donc avec des notions mathématiques essentielles, des cours d'analyse, c'est-à-dire théorie de l'architecture. Les étudiants suivent également des modules d'art plastique, la construction, donc les systèmes constructifs autour du projet, qui permettent aussi de débaucher une conception d'architecture. Histoire, je l'ai dit, histoire de l'architecture.
de travailler sur la représentation et le dessin, la représentation du projet, la représentation de l'architecture et le dessin de ce que nos étudiants peuvent imaginer dans leur projet. Des studios de projet qui sont des instants courts qui se passent en général en début d'année et en fin d'année. Et puis le projet long d'architecture qui, vous le voyez, occupe vraiment l'essentiel de la formation. Donc vous avez les modules, les volumes, pardon, sur ces petites lignes horizontales qui vous définissent le temps à peu près consacré à ces disciplines. Voilà. Mais qui sont toutes aussi importantes Ah oui, que les alors autres. oui. C'est ça qu'il faut bien avoir. Voilà. Voilà. C'est le nombre d'heures, mais ça n'a rien à voir avec l'importance. Voilà, c'est le Voilà. volume, voilà, le volume de temps Enfin, de tout travail. concourt, Ouais, voilà. voilà. Ouais, tout concourt à faire de vous des futurs concepteurs. Voilà, donc ça c'est donc l'APA dont je vous parlais tout à l'heure, donc la première année commune art, paysage, architecture, voilà, qui peut être une voie d'entrée intéressante pour ceux qui n'ont pas encore peut-être les idées très claires sur les études qu'ils voudraient suivre juste après le bac. Donc ça vous permet d'aller voir à la fois ce qui se fait en paysage, ce qui se fait en école d'art et ce qui se fait en école d'architecture. Ça peut être aussi, je le dis très clairement, une autre façon d'accéder aux écoles d'architecture aussi. Enfin, à l'école de Versailles, pardon. Pourquoi pas. Après, il faut savoir qu'il y a quand même une forte dimension artistique. Je ne sais pas si on peut mettre... voilà. Une forte dimension artistique et l'examen d'admission également vous demandera une production, de venir avec quelque chose. Il y a un thème chaque année, vous verrez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a un thème qui est donné chaque année. On demande aux candidats de travailler sur ce thème-là et de venir avec un objet, un dessin, enfin, quelque chose, un film. Voilà, donc c'est pour des candidats voilà, qui ont quand même cette appétence pour les arts. Donc voilà, donc vous avez un programme vraiment pluridisciplinaire. Une façon de travailler aussi qui est assez privilégiée parce que c'est 25 étudiants, c'est une petite classe qui travaille en atelier toute la semaine, qui est toujours encadrée par des enseignants des différentes écoles. C'est assez intéressant. Et vous pouvez ensuite rejoindre donc, une des 3 écoles en 2e année. Et alors, les enseignements ont lieu essentiellement à l'école du paysage de Versailles, quoique pas forcément l'année prochaine, parce qu'ils vont subir quelques travaux. Donc l'année prochaine, vous serez peut-être un peu plus répartis dans les 3 écoles. Mais en tout cas, il y a des enseignements qui se font dans les 3 écoles, mais le camp de base, si je puis dire les choses ainsi, est à l'école de paysage. Le double diplôme, donc architecte, ingénieur, génie civil, j'en ai parlé un peu. Donc, c'est donc une double formation qui se fait avec une entrée donc, directement post-bac et qui vous donne au bout de 6 ans 2 diplômes, un diplôme d'architecte et donc un diplôme d'ingénieur génie civil. Notre partenaire, donc, c'est CYTech, c'est l'école d'ingénieurs de l'université Cergy Paris, qui est... voilà, toutes les écoles d'architecture sont rattachées d'une certaine manière à une université. Et donc, nous, notre université, c'est Cergy. Et il y a un emploi du temps qui est adapté. C'est vraiment un double cursus adapté. Donc, vous ne suivrez pas forcément tous les enseignements des élèves qui sont juste en architecture. C'est normal, parce que mathématiquement, enfin, d'un point de vue purement... de temps, ce ne serait pas possible. Vous avez des emplois du temps adaptés, mais un grand nombre de cours quand même qui sont mutualisés, donc où les élèves architectes-ingénieurs sont avec les élèves architectes et travaillent ensemble. Et la semaine se fait, vous avez 2 jours dans une école, 3 jours dans une autre école. Donc ça demande par contre un engagement physique presque assez important, parce que ça nécessite des allers-retours entre Cergy et Versailles. Qui ne sont pas situées juste à côté l'une de l'autre. Mais jusqu'à présent, là, on va bientôt diplômer la première promotion. Les choses se sont bien passées. Ça n'a pas posé de problème. Ça marche bien. Et ce sont, alors pour dire, peut-être on en reparlera un peu de l'admission, mais ça s'adresse quand même à des profils aussi, des profils plus ingénieurs, des profils de mathématiciens, de physiciens, de gens. Il y a un petit examen d'entrée scientifique. C'est pas tout à fait les mêmes profils qu'en architecture.
Une autre voie d'accès pour les études d'architecture, c'est la formation professionnelle diplômante. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés ici, sinon je ne vais pas forcément en parler très longtemps, mais donc qui s'adresse donc à des gens qui travaillent déjà dans le domaine de l'architecture, de la construction, et qui viennent, donc qui travaillent, et qui viennent se former, passer leur diplôme d'architecte à l'école, et ils ont effectivement un emploi du temps aménagé. Ils viennent un ou deux jours par semaine. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a personne là concernée, je vais passer vite. Mais en tout cas, sachez-le aussi. Je veux dire, si vous avez, je sais pas, un désir puissant de faire de l'architecture, et puis pour une raison ou une autre, ça fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres façons de le faire. Et une façon, ça peut être aussi de faire un autre diplôme, de travailler dans ce domaine de la construction pendant 3 ans, et de revenir ensuite préparer son diplôme d'architecte par la formation professionnelle. Sachez que ça existe, ça peut être intéressant. Alors, le cycle master, on vous en parlait tout à l'heure. Donc, c'est après le diplôme d'études en architecture, le DEEA, après les 3 ans en licence. Donc, après ces 3 ans d'apprentissage et de maîtrise des fondamentaux, le master est le moment d'expérimenter soi-même et de développer une pensée critique sur son projet. Vous voyez là sur la photo une maquette qui est également exposée sur le palier du 2e étage. Vous pourrez la voir de près. Donc, vous verrez que c'est très élaboré. Là, c'est juste un exemple, mais vous en verrez d'autres. L'idée en master, c'est de concevoir un projet architectural de manière autonome. Donc, les étudiants sont dispersés dans des groupes de projets qu'ils choisissent eux-mêmes, puisque le temps du master, c'est aussi un temps de choix. Parmi les multiples propositions que nous faisons à nos étudiants, et de donner une coloration particulière et plus personnelle à son projet en master pour se préparer justement au diplôme d'état d'architecte. Donc, commencer à vraiment exprimer sa manière de concevoir l'architecture dans son projet, sous la forme d'une équipe d'une quinzaine d'étudiants avec son propre projet, mais en confrontant ses idées avec les autres. Donc, on est sur un schéma aussi peut-être d'agence, mais les agences d'architecture travaillent ensemble, par équipe, sur un même projet. Là, et puis ils ont des attendus de clientèle, mais les étudiants ont une liberté d'interprétation, malgré tout, sous la direction d'un architecte enseignant qui dirige ce groupe. C'est pas libre, voilà. Donc effectivement, c'est se préparer à différents modes d'exercice et domaines professionnels de l'architecture. Les étudiants commencent déjà à se projeter même vers une profession ou une prolongation de leurs études en recherche. Là, on commence à vraiment se recentrer sur soi et aller voir dans quelle perspective on va appliquer son architecture. Donc, je vous le disais, s'initier à la recherche en architecture, ça veut dire aussi en master, pourquoi pas se préparer à entamer 2 ans plus tard un doctorat et s'engager dans la recherche. Vous ferez un mémoire de recherche. Voilà. Donc, en cycle master, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est important à savoir aussi. Oui, absolument. Et le master peut également se réaliser en alternance. Donc, j'imagine que vous connaissez tous déjà cette forme de formation qui comprend une partie importante en entreprise et une partie à l'école avec les cours. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et dire peut-être ça concerne une vingtaine d'étudiants sur une promotion de 150 à peu près. Voilà, c'est ça. Ça concerne nos étudiants d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc, le schéma que vous avez vu au début, mais qui est zoomé sur le master. Voilà, vous voyez donc, si tout va bien, au bout de 5 ans, vous obtenez donc ce diplôme d'état d'architecte.
Au bout de 6 ans, pour ceux qui sont engagés dans le double diplôme architecte, ingénieur, génie civil, parce que pour faire tenir tous les 2 diplômes en 5 ans, ce n'était pas possible. Donc, il y a une 6e année. Surtout que les écoles d'ingénieurs demandent aussi des stages très longs. Enfin, il y a une grosse partie de la 6e année aussi où vous faites un stage de 6 mois. Et au terme de cette 5e ou de cette 6e année, vous pouvez poursuivre vos études. Alors, on a parlé effectivement du doctorat. Donc, si vous souhaitez faire de la recherche, enseigner peut-être ensuite dans une école d'architecture, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi, et beaucoup d'étudiants choisissent de le faire tout de suite après leur diplôme, mais ça peut être fait plus tard, après quelques années d'exercice, faire l'HMONP. Donc HMONP, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est ce qui s'appelait avant DPLG. Là. Oui. Je pense qu'il y en a pour qui ça signifie quelque chose. Et c'est ce qui vous permet d'exercer votre profession en libéral, d'avoir une agence d'architecture. Et on a également une formation à l'école qui s'appelle le Master Tech 20, je vais vous en reparler après. Et une préparation au concours des architectes urbanistes de l'État, parce qu'on peut être aussi architecte et fonctionnaire, architecte dans la fonction publique. Ah oui, un petit focus également sur donc, un Master 2, c'est-à-dire donc une formation qu'on peut faire en 2e année du cycle Master et qui peut se faire soit de façon totalement indépendante, mais également en bicursus, c'est-à-dire que vous serez à la fois dans votre 2e année de diplôme d'état d'architecte et également vous suivrez cette formation qui est une formation plus universitaire, plus avec une dimension de recherche plus importante et qui est dédiée donc au jardin historique, au patrimoine et au paysage. C'est une formation intéressante pour ceux justement qui s'intéressent à la question du patrimoine. C'est une formation très ancienne de l'école, très importante à Versailles. Il y a vraiment un véritable savoir sur cette question des jardins historiques et du patrimoine. C'est en 1 an. Il y a aussi également un mémoire à faire, mais qui peut être le même mémoire que votre 2e année de diplôme d'état d'architecte. Donc, vous pouvez faire en double cursus. Voilà. C'est pas du tout... j'imagine que là, si vous êtes là, c'est vous vous intéressez plutôt à la première année, mais sachez que ça existe et qu'à Versailles, on peut proposer ça, qu'il peut y avoir cette dimension patrimoine importante. Bon, le doctorat, je ne vais pas m'étendre dessus, juste pour vous dire qu'on le prépare ici avec 2 universités, soit avec l'université Paris-Saclay, soit avec l'université Cergy-Paris Université. On a 2 écoles doctorales de rattachement, parce que comme la licence et le master, c'est l'université qui délivre le doctorat, mais il est préparé ici avec nos enseignants et au sein de l'école. Choisir l'ENSA Versailles, quelle bonne idée. Pourquoi vous choisirez l'ENSA Versailles? Bon, on vous a dit déjà un certain nombre de choses. Alors, ce qui est important pour nous, et pas que pour nous évidemment, c'est de favoriser le plus possible l'ouverture internationale. On a au sein de l'école un master international. Alors, master international, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une possibilité de faire donc votre diplôme d'état d'architecte, ces 2 années là, du cycle master, entièrement en anglais, avec une mobilité obligatoire à l'étranger de 6 mois. Et à cela s'ajoute aussi une petite coloration urbaine, avec des questions plus d'urbanisme, des questions d'architecture, mais aussi une échelle plus vaste de l'urbanisme. Vous pouvez aussi, on a un double master franco-chinois, donc un double master avec la Chine, avec l'université de Tongji, vous pourrez préparer avec une année en Chine, une année à Versailles et une année ensuite où vous préparez un mémoire, mais qui est là effectivement aussi plus un mémoire de recherche un peu plus important que dans le simple diplôme d'état d'architecte, si j'ose dire que c'est simple. Mais en tout cas, voilà, il y a une dimension de recherche un peu plus élevée. Et pareil, c'est un double diplôme, j'ai pas dit, c'est architecte et urbaniste. C'est là que vous avez un diplôme d'urbaniste chinois et un diplôme d'architecte français. Évidemment, comme partout, vous avez la possibilité de partir en mobilité. Alors chez nous, ça se fait la première année du master. Vous avez la possibilité, on a de nombreuses universités
partenaires. Et donc, vous avez la possibilité de partir pour un semestre ou un an étudier à l'étranger. Et également, pendant ce cycle master, dans le cadre des projets longs d'architecture, là, dont on a un peu parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de voyages d'études qui se font. Donc, les étudiants partent avec leurs enseignants entre 3 jours et 2 semaines à l'étranger. Et il y a un système de bourse pour aider les étudiants à financer ces voyages. Voilà. Alors, les stages. Donc les stages sont en fait un enseignement obligatoire. Hein. C'est un enseignement qui fait partie de l'organisation pédagogique, qui est validé par des points dans le livret scolaire de l'étudiant. Et les étudiants commencent en première année de licence, par un stage obligatoire qui est un stage ouvrier qui dure 1 semaine. Cette semaine est inscrite dans l'emploi du temps de l'école et il donne aux étudiants l'occasion de découvrir une certaine pratique, les problématiques de chantier, de fabrication, de comment ça marche dans le milieu professionnel. C'est vraiment une découverte en fait. Hein. Donc, la recherche, peut-être, on peut dire peut-être les lieux de stage. C'est plutôt chez des artisans, des entreprises de construction. Oui, les stages peuvent se réaliser dans des entreprises de construction, comme le disait Jeanne-Marie Portevin. Moins dans des agences d'architecture. Hein. Plutôt, c'est vraiment le versant ouvrier, facturier, de pratique de construction. Voilà. Donc, se frotter à ça pendant 1 semaine. Donc, c'est très court, mais c'est essentiel. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans cette dynamique de première année de découverte et de pratique. Hein. On met les mains dans l'architecture. On va voir pendant 1 semaine ce qui s'y passe quand on construit quelque chose avec des artisans. Donc là, c'est vraiment toute la découverte. La découverte, elle se fait aussi à l'école sur des outils numériques. Donc, elle se fait aussi en stage, en entreprise, dans le pratique, dans le concret, le matériel. Ensuite, en 2e année, on continue un peu plus fort avec un stage de première pratique, donc, qui là dure 4 semaines. Donc, c'est 4 semaines consécutives et c'est important de les faire consécutivement parce qu'il y a un engagement du stagiaire. Alors là, du coup, c'est plutôt une structure d'agence d'architecture ou un service architecture d'une collectivité territoriale, c'est possible aussi. Voire même les grands musées ont des services d'architecture pour les conceptions des expositions temporaires, par exemple. Voilà, donc là, on s'inscrit dans une continuité sur 4 semaines pour aller découvrir toute la temporalité du projet dans l'architecture, dans l'agence. Voilà, avec les différents corps de métier, avec un chef d'agence et comment ça fonctionne entre collègues. Voilà, donc ça dure 1 mois. Et à la fin de ces 3 ans de licence, les étudiants reçoivent le diplôme d'études en architecture et commencent leur étude en master. Et en master, là, les étudiants doivent réaliser un stage de formation pratique qui dure 2 mois. Ça, c'est 2 mois obligatoires. Il est très fréquent que les étudiants prolongent le stage plus longtemps, hein, parce que là, on s'engage vraiment sur un plus long terme. On peut commencer 2 mois et puis poursuivre sur l'été. Enfin, c'est autre chose là. On est vraiment sur le niveau master. Les fondamentaux sont acquis. On a commencé son master à se projeter sur des projets, sur des tendances qui nous correspondent mieux. On choisit une agence qui veut bien nous recruter en stage sur 2 mois. On s'investit. C'est pas la même chose. Donc voilà. Oui, non, juste rajouter aussi que vous avez la possibilité de faire une césure aussi, c'est-à-dire de suspendre vos études pendant quelques temps pour faire un stage long à ce moment-là, ou pour faire autre chose. Hein. Si vous vous renseignez un peu, c'est quelque chose qui existe
dans toutes les universités, dans tout l'enseignement supérieur. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui font ça aussi pour faire un stage en plus, un stage long de 6 mois. Et donc, ils font une césure sur un semestre pendant leur master. Et il est possible de faire son stage à l'étranger. Oui. Voilà, aussi. Oui, il y a des bourses Erasmus pour ça aussi. Alors, une autre particularité de Versailles, c'est d'avoir une vie étudiante très riche. Vous avez peut-être découvert déjà, vous avez peut-être fait des visites là, avec les étudiants. Et il y a des ateliers étudiants, il y a 3 grands ateliers qui sont des ateliers en fait, uniquement à destination des étudiants. Il n'y a aucun enseignement qui se déroule dans ces ateliers. C'est seulement des espaces de travail pour les étudiants, des espaces partagés, et qui ont été entièrement rénovés il y a 2 ans. 2 ans. C'est un peu moins de 2 ans. Donc là, vous avez une photo, là, c'était tout neuf, là, quand juste le chantier venait à peine d'être livré. Voilà, c'est un peu différent aujourd'hui, vous allez les voir si vous n'avez pas encore vu. C'est l'impression. Il y a également un Fab Lab, vous pourrez aller visiter, que vous avez déjà visité, avec des machines pour travailler le bois, avec des découpes laser, avec des choses qui vont, pour vous aider dans vos divers projets, pour vous aider dans la construction de vos maquettes, et qui est aussi mobilisé dans certains enseignements. D'ailleurs, si vous entrez à l'école l'année prochaine, vous allez commencer l'année par 10 jours de workshop, de studio de projet, là on vous en a parlé tout à l'heure, et vous allez construire des structures, des grandes structures à échelle 1, et vous serez tout de suite immergé dans le Fab Lab. Vous irez travailler avec, à l'intérieur de ce Fab Lab, vous serez formé à l'utilisation de certaines machines. Il y a également donc une médiathèque pour aller voir aussi. Et puis, une petite particularité ici à Versailles, c'est qu'il y a aussi un centre d'art contemporain qui est dans les locaux de l'école, qui est financé par l'école et qui accueille 3 expositions par an, donc d'artistes contemporains. Vous pourrez aller voir aussi tout à l'heure. Et on essaye, à chaque fois, donc un artiste vient exposer, on essaye au maximum qu'il y ait une rencontre qui se fasse avec les étudiants, que cet artiste vienne dans les enseignements, qu'il y ait un dialogue qui se fasse entre, nos enseignants anthropologues et l'artiste, entre les architectes et cet artiste. Il peut être invité dans un studio de projet. Voilà. On essaye qu'il y ait toujours un dialogue entre les artistes qui exposent et puis vous, étudiants engagés dans des études à l'école. Alors, la vie étudiante, on en a parlé. Donc, il y a aussi 12 associations. Pareil, vous pouvez aller les voir, parler avec eux dans des domaines aussi variés que le sport, la photographie, le théâtre. Alors, ils sont installés à la cafétéria, au 2e étage. Plus, oui, ils vous accueillent. Voilà, ils vous accueillent à la cafétéria. Vous pouvez aller les voir, c'est assez sympa. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont fait d'installations pour vous présenter leurs activités, donc vous pouvez aller les voir. Il y a une cafétéria Crous qui est juste là, de l'autre côté de la cour. On a une référente santé-handicap qui est justement là, Géraldine Sauvenet, qui est là, c'est important de le dire, mais qui est là aussi donc pour vous aider. Certains peut-être ont besoin d'aménagement dans leurs études. Donc voilà, Géraldine Sauvenet est là, c'est une personne ressource. On travaille avec la médecine universitaire de Cergy. Et donc, si vous avez besoin d'aménagement pour vos études, voilà, c'est tout à fait possible. Ça existe. Géraldine Sauvenet est aussi référente pour tout ce qui concerne les violences, le harcèlement sexuel et sexiste. Et c'est une lutte importante pour nous dans l'école. C'est un engagement fort que l'on prend. Et donc Géraldine est là comme référente si jamais il y avait le moindre problème. Oui, puis c'est une question qui est nationale. Et c'est une question qui est nationale, bien sûr, voilà. Mais dont on s'est saisi particulièrement depuis plusieurs années. Le monitorage, je ne sais pas si je vais forcément en parler maintenant. C'est certains étudiants, pour certaines missions bien spécifiques, peuvent avoir un petit contrat avec l'école. Et être rémunérés pour ça. Par exemple, on a parlé du centre d'art. Il y a des étudiants qui font de la médiation dans le centre d'art, qui sont là pour à la fois surveiller
évidemment les œuvres, mais également être là comme médiateur entre le public et les œuvres exposées. Et ce sont des étudiants qui ont un contrat avec l'école, un CDD, voilà, ils sont payés pour les heures qu'ils effectuent pour l'école. Alors, après le diplôme qu'on a parlé tout à l'heure, on revient au schéma, petits allers-retours. Oui. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc, vous pouvez, beaucoup, c'est vrai, d'étudiants le font juste après leur diplôme. Ce n'est pas du tout une obligation et même parfois c'est bénéfique de le faire après quelques années d'exercice dans une agence d'architecture par exemple ou ailleurs. On l'a dit, ça permet d'ouvrir son agence et c'est une formation qui se fait en 12 mois avec une mise en situation professionnelle. Vous avez à la fois des cours théoriques, du droit, de la gestion, beaucoup de l'économie, comment je gère mon agence, les normes. Voilà, il y a un socle théorique et ensuite vous êtes en mise en situation professionnelle pendant 6 mois dans une agence, vous êtes salarié d'une agence d'architecture et il y a un séminaire mensuel avec un directeur d'études qui dirige un petit groupe et chaque étudiant va travailler sur un petit mémoire sur des questions liées à sa pratique, souvent liées aussi à la mise en situation professionnelle qu'il fait. Et ça donne lieu à la fin à une soutenance avec un jury qui est composé d'un certain nombre d'architectes de l'école et hors de l'école, et également d'un représentant du Conseil de l'ordre des architectes. Parce que c'est très important, c'est qu'une fois que vous avez votre HMONP, vous pouvez vous inscrire à l'ordre des architectes et pouvoir exercer en tant qu'architecte libéral. Et même d'ailleurs, vous ne pouvez porter le titre d'architecte qu'une fois que vous êtes inscrit à l'ordre des architectes et que vous avez donc cette HMONP. Oui, cette habilitation vous autorise à signer vous-même en votre nom propre un permis de construire. Donc après le diplôme de master, après les 5 ans, vous êtes diplômé, vous pouvez travailler en agence d'architecture ou dans des services d'architecture, mais ce n'est pas vous-même qui signez le permis de construire. Il faut passer l'habilitation. Voilà. Ah. Donc on l'a un peu évoqué aussi rapidement. Donc, on peut être architecte fonctionnaire, architecte de l'État. Ça s'appelle les architectes urbanistes de l'État. Et à Versailles, on est la dernière école qui faisons encore une préparation à ce concours. Donc, s'adresse donc à des architectes qui ont leur HMONP et qui veulent exercer dans le secteur public. Vous pouvez être attaché à 2 ministères, soit le ministère de la Transition écologique, soit le ministère de la Culture. Hein ? Les ABF, par exemple, que vous connaissez peut-être, les architectes des bâtiments de France, sont des AUE, des architectes urbanistes de l'État, mais qui exercent dans un domaine particulier qui est celui du patrimoine. Ils sont d'ailleurs en train de plancher sur une épreuve blanche au 2e étage, dans une salle au fond d'un couloir. Donc, si vous voyez des panneaux sur la porte, n'ouvrez pas la porte. Voilà. Ils sont effectivement en train de passer un concours blanc. Voilà. On a également donc, un master spécialisé Tech20. Donc Tech20, c'est un petit acronyme, un raccourci pour parler de la transformation écologique des constructions du XXe siècle. Master avec un E comme ça désigne des formations qui sont accréditées par la conférence des grandes écoles. Vous avez peut-être vu le logo au début, on n'a pas parlé, mais Versailles fait partie des quelques écoles d'architecture qui sont membres de la conférence des grandes écoles, comme beaucoup de grandes écoles justement de commerce, d'ingénieurs, etc. Et donc, qui donne cette conférence des grandes écoles donne des accréditations pour certaines formations, et c'est le cas pour ce master. C'est une formation sur un peu plus d'un an, enfin 1 an, puis après un petit temps de rédaction d'un petit mémoire professionnel. Et c'est pour des gens des architectes déjà, qui exercent et qui veulent se spécialiser dans la question de la réhabilitation. Vous savez que c'est un sujet très très important aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit, et que voilà, de plus en plus les architectes vont se confronter à ces questions de transformer des bâtiments existants, de les réhabiliter, de les rénover, de faire en sorte qu'ils puissent résister, enfin, en tout cas que les gens qui vivent à l'intérieur puissent résister au changement climatique. Et donc, c'est vraiment des grosses questions. Et ce master
donne une importance toute particulière au diagnostic. Voilà, comment on apprend à faire un diagnostic précis d'un bâtiment, d'identifier précisément les interventions qui vont être nécessaires par la suite dans le cadre d'une réhabilitation. Et c'est un master qui s'attache à des cas très concrets. On a des partenariats avec des bailleurs sociaux comme Paris Habitat, la RIVP, 3F, qui donnent chaque année des cas d'études. Et puis les étudiants qui sont dans ce diplôme-là, dans cette formation-là, travaillent sur ces cas très précis donnés par ces donneurs de droit. Donc, si il y a des gens intéressés, c'est jusqu'au 7 juin. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Parce que l'année dernière, j'étais trop dans le micro. Cette année, je ne le suis pas assez. Oui, parce que ça a changé. Oui, bon, ça, on vous en a déjà parlé. Là, c'est un peu listé les différents modes d'exercice de l'architecture. On en a parlé. Ça peut être à la fois dans un secteur privé, ça peut être dans le secteur public. On peut être salarié, on peut être chef d'entreprise, on peut être fonctionnaire. On peut être enseignant. On peut être enseignant, ouais, enseignant-chercheur. Quelques chiffres pour vous donner quelques indications, mais qui sont à prendre. Ce sont des chiffres. Hein. Voilà. Donc, quand même, malgré la crise que subit quand même l'immobilier depuis quelques années, vous voyez qu'un an après le diplôme d'état d'architecte, il y a 87%, pardon, pas 87, diplômés de l'ENSA Versailles qui se déclarent en activité. On vous a indiqué aussi, là c'était l'enquête de 2023 qui donnait la rémunération annuelle brute. Alors en moyenne, donc voilà, et évidemment il peut y avoir des écarts importants. Et 35% des diplômés ont un emploi avant la fin de leurs études. Ça c'est assez intéressant. On parlait tout à l'heure des stages longs, de l'alternance, etc. Des fois c'est des façons aussi d'être en activité effectivement avant sa diplomation. Alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, au plus haut point, c'est si ce qu'on vous a dit vous a intéressé, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas, si vous avez toujours envie de faire des études d'architecture, comment fait-on pour venir à l'école d'architecture de Versailles? D'abord, quelques chiffres, et alors, encore une fois, qui sont à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, c'est les chiffres, c'est les statistiques, mais en fait, c'est les candidats, mais ne vous interdisez rien. Enfin, là, il y a écrit que 92% viennent de la voie générale. Ça ne veut pas dire, alors on peut regarder peut-être les autres chiffres, mais 7% de la voie technologique et 1% les autres diplômes. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est fermé, par exemple, à des bacs professionnels. Ça veut dire qu'on a peu de candidats, surtout, de bacs professionnels. Donc, si vous êtes en bac pro actuellement, ne vous interdisez surtout pas de déposer votre candidature dans une école d'architecture. On sera très content de regarder votre dossier comme tous les autres. C'est vraiment des statistiques parce que ça reflète aussi les candidatures en fait et pas forcément la sélection qui est faite. C'est ça. 70% des candidats arrivent tout de suite après le bac. Hein. Donc ça veut dire que il n'est pas nécessaire de faire une prépa, il n'est pas nécessaire d'aller faire d'autres études. La plupart arrivent après le bac, mais on peut effectivement le faire aussi après avoir eu avoir fait quelques années d'études supérieures. Le taux de réussite de la première année de 88%, ça veut dire que généralement, une fois que vous êtes admis, vous réussissez bien vos études et vous en sortez bien et vous passez en deuxième année. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui restent quittent l'école. Oui. Hein. Ça veut dire qu'ils repassent certains enseignements, ils restent avec nous, ils peuvent réaliser des workshops et puis ensuite ils passent en deuxième année l'année suivante. Voilà. Il y a comme partout quelques abandons, c'est normal parce qu'on peut parfois avoir imaginé les études d'architecture d'une certaine manière et puis être déçu, mais c'est très rare. La procédure Parcoursup, tu peux peut-être en parler, Géraldine? Oui. Visiblement, il faut bien parler, pardon. Donc les dates pour
pour les dossiers Parcoursup, c'est les mêmes que pour toutes les autres écoles, c'est des dates nationales. Donc d'abord la formulation des vœux, puis vous pouvez compléter votre dossier jusqu'au 1er avril, votre dossier Parcoursup. Et ensuite, vous aurez donc l'admissibilité se fait avec un calcul. Ah, je regarde ce qu'il y a marqué sur un calcul, ça on pourra en reparler après si vous avez des questions. Un calcul, je tiens à préciser que Parcoursup n'est qu'une immense calculatrice. Il n'y a pas une espèce d'entité Parcoursup qui fait des calculs mystérieux. Donc toutes les lettres de motivation sont lues à Versailles. Ça, c'est important de le dire. Pour les candidats qui seront sélectionnés pour l'oral, vous devrez prendre rendez-vous sur Parcoursup directement pour l'oral d'admission. Donc, pour prendre rendez-vous, ce sera entre le 24 et le 30 avril pour l'oral d'admission qui aura donc lieu le 11 mai. C'est un oral de 15 minutes. Vous arrivez 15 minutes avant la date de votre oral. Vous avez le choix entre plusieurs articles de la presse liés à l'architecture que vous pourrez lire donc pendant 15 minutes avant de passer à l'oral et qui vous permettront en fait d'avoir une base de discussion avec le jury. Et alors, je vais faire une petite précision. Si dans la salle, il y a des étudiants qui ne sont pas en terminale, mais qui sont en seconde ou en première, sachez que là, ce que l'on dit ne vaut que pour cette année et qu'a priori, ce sera différent l'année prochaine et qu'il y aura... on se dirige plutôt vers une procédure nationale pour toutes les écoles d'architecture harmonisée pour les admissions donc, l'année prochaine en 2027. Donc surtout, si vous êtes concerné, ne prenez pas ce qu'on est en train de dire là pour acquis. Il faudra bien revenir l'année prochaine, ou en tout cas bien vous renseigner l'année prochaine sur ces questions d'admission. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que... non, mais vous avez tout, les critères, etc. Vous avez tout sur Parcoursup. Vous voyez que, voilà, qu'à Versailles, la spécificité, c'est que les notes comptent assez peu, 20%, voilà, et que toutes vos lettres de motivation, là, ce qui s'appelle projet de formation, sera lu dans la phase d'admissibilité. Mais encore une fois, ça ne vaut que pour cette année. Et pensez bien, donc voilà, lundi 11 mai. Oui. Oui, c'était une initiative pour les formations théoriques, anglais et Voilà, ouais. dans j'ai oui, il y a des personnes qui connaissent. Et en fait, ils avaient une intervention pour exclure une école d'archi. C'est ça, donc c'est ça qui va être différent l'année prochaine. Il y aura effectivement des sous-vœux. Non, mais j'arrive. Et cette année, effectivement, une école d'architecture égale un vœu. D'accord. Voilà. Ouais, ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais. Donc, je crois qu'en moyenne, les candidats mettent 3-4 écoles d'architecture. 4, oui, 4. Ouais, 3-4 écoles d'architecture dans leur... Ah, je sens l'émotion, là. Oui. Mais sachez-le, on vous le dit dès maintenant que l'année prochaine, ce sera sûrement différent. Sachez-le, ça peut être aussi une stratégie, je sais pas, ou en tout cas, pas une stratégie ou pas, mais en tout cas, sachez que ça ne marche pas cette année. L'année prochaine, vous avez plus de chances d'une certaine manière de passer à l'oral. Mais par contre, vous passerez un seul oral. Cette année, peut-être plusieurs. Non. Non. Non, surtout pas. Non, pardon Ah oui, pardon. La question était, est-ce que vous devez venir avec un portfolio ? Non. Même, vous ne devez pas venir avec un portfolio. Vous n'aurez même pas le droit de le montrer. Pour l'oral pour l'architecture. En revanche, pour l'APA architecture, art, paysage, architecture, vous devrez effectivement montrer quelque chose, mais il y a un thème, il y a 2-3 sujets qui sont proposés chaque année. Vous regardez les sujets, vous devez travailler sur ce sujet-là, et là, vous devez présenter quelque chose sur le sujet. Mais pour l'admission, pour l'architecture, il n'y a rien. Il y aura seulement 7 articles qui vous sera distribué avant 15 minutes, c'est ça, avant l'entretien. Alors, on ne vous demande pas du tout une analyse de texte, c'est pas du tout ça qui est demandé, mais c'est juste une base pour le jury. Ça permet de vous demander quel article vous avez choisi, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous
avez à dire sur ce sujet, hein, mais c'est vraiment de l'ordre de la conversation, hein, plus que c'est pas de l'analyse. Et regardez bien vraiment les fiches Parcoursup de chaque école, parce que chaque école a pour cette année encore, des modalités différentes. Donc nous, en effet, on ne prend pas de portfolio à l'oral. Oui. Regardez vraiment bien sur chaque école exactement ce qu'ils demandent, comment se passe l'oral. Certaines écoles d'archi demandent des portfolios ou les acceptent tout au moins à l'oral. Oui, ça c'est vrai que là, effectivement, ce qu'on dit ne vaut que pour Versailles. Oui. Parce qu'il peut y avoir des différences. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà connecté sur Parcoursup. Oui. Voilà, mais vous allez voir, lorsque vous allez faire votre choix sur les écoles et candidater, vous recevez une réponse d'ouverture de candidature. Et là, alors vous pouvez choisir sur la plateforme de recevoir des notifications par mail ou par texto, etc., des réponses des écoles auxquelles vous postulez. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez un premier retour, on vous explique, chaque école vous explique sur cette plateforme Parcoursup le détail des modalités de candidature. Voilà. Et c'est là qu'apparaissent les attentes des unes et des autres. Donc nous, ça va être uniquement la lettre de motivation. D'autres écoles, effectivement, ce sera peut-être un portfolio ou autre chose. Voilà, donc c'est à ce moment-là que vous avez les informations. Donc suivez bien, connectez-vous régulièrement sur la plateforme pour aller voir si de nouvelles informations vous sont arrivées sur votre espace candidat. Faites-en votre, alors pas quotidien, mais votre espace de consultation. Vous avez l'habitude, avec les téléphones, d'aller sur les différentes plateformes. Appropriez-vous cette plateforme Parcoursup, naviguez, ça sera plus facile pour vous après, en avançant dans le calendrier et le stress qui s'accompagne aussi, parce qu'on est toujours un peu inquiet de son avenir après le bac. Donc, faites-en votre outil, appropriez-vous bien la plateforme et vous serez beaucoup plus détendu. Ouais. Et juste un dernier mot sur les articles. On l'a bien dit, donc c'est des articles qui sont tirés de la presse nationale généraliste. Donc, voilà, documentez-vous, lisez les journaux régulièrement sur tout ce qui est question d'architecture, d'urbanisme, etc. Ça peut vous aider. Oui, il faut pas. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un format particulier pour la lettre de motivation? Non, en revanche, il y a dans le truc pour ça. En revanche, il y a la possibilité d'utiliser plus de signes que dans la lettre traditionnelle Parcoursup, la lettre de motivation. Et donc, du coup, pour Versailles, vous pouvez utiliser jusqu'à 5000 signes. Voilà, s'il y en a qui l'ont déjà fait, l'année dernière, c'était 10 000 avant. C'était l'année dernière, cette année, c'est 5000. Ah bon? Ah, normalement, non, ça a été modifié. Oui. Alors, la question est donc, est-ce qu'il y a des spécialités à privilégier au lycée? Pour Versailles, non. Au contraire, voilà, on est très attentif avoir une diversité de profils littéraires, scientifiques, artistiques. Donc non, il n'y a pas de spécialité à privilégier. En tout cas, je parle encore une fois pour Versailles actuellement. Ce qu'on sera surtout sensible, c'est que vous ayez choisi une spécialité qui vous plaît et dans laquelle vous réussissez bien, mais pas juste une spécialité parce que vous vous sentez obligé de le faire. Et avec un bémol qui est que c'est un petit peu différent, évidemment, pour architecte-ingénieur, où là, c'est effectivement plus des candidats qui ont une spé maths, physique, parce qu'il y a un examen d'entrée. Oui. Oui. Est-ce que si on postule, pardon? Non, pas du tout. Pour le coup, si vous souhaitez postuler par équivalence, c'est donc pas en première année. C'est une procédure qui est complètement différente. Vous devez candidater directement sur le site Taiga, qui est le site, le logiciel qu'on utilise en école d'archi. Et pour le coup, c'est ouvert depuis avant-hier, jusqu'au 15 mars. Et vous avez tous les éléments à déposer qui sont bien indiqués. CV, lettre de motivation et pour le coup, un portfolio. Et il y aura un entretien aussi. Oui, pour ces admissions,
vous allez voir sur le site internet de l'école, dans la rubrique Nous rejoindre. Et là, vous avez le détail pour entrer en L1 via Parcoursup ou en cours d'études autrement que Parcoursup. Et on vous a indiqué les liens. Vous pouvez cliquer et vous êtes directement dirigé vers les plateformes sur lesquelles vous pouvez déposer vos candidatures et les calendriers sont bien indiqués. Donc, vous êtes guidé. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site l'ENSA Versailles sur Internet. D'accord ? Oui. Je crois bien que si. Pendant la question, est-ce qu'on peut déposer sa candidature et en première année et une entrée par équivalence en cours d'études? Je pense que si. Alors, normalement, Tu m'étonnes. on n'est pas censé le faire, mais vu le nombre de candidatures dans Parcoursup et le nombre de candidatures par équivalence, on ne le saura pas. Donc, vous pouvez le faire. C'est moi qui m'en occupe des deux et je vous assure qu'à moins que votre nom soit particulièrement... me saute particulièrement aux yeux, il y a peu de chances que je vérifie et que je me rende compte. Donc, V, postuler. On est... Merci, j'apprends quelque chose. Moi, je pensais qu'on pouvait maximiser ses chances. Pour le site architecte candidat, vous avez de l'examen. Ah oui, donc pour le... On peut peut-être... Oui, voilà. Donc déjà, peut-être donner quelques précisions. Effectivement, si déjà vous voulez candidater au double diplôme architecte-ingénieur civil, il faut chercher sur Parcoursup, il faut vous inscrire par ces Galaxy Bac au carré. Le carré voulant dire la voie d'accès pour les doubles diplômes de CY Tech. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire et déposer votre candidature à CY Tech. À la suite de ça, si vous allez passer un entretien avec des enseignants des deux écoles, architecte et l'école d'ingénieurs, et vous serez inscrit ensuite dans les deux écoles. Mais la voie d'accès, la candidature se fait auprès de CY Tech et il y a un petit examen de mathématiques qui se fait en ligne et d'autres choses. Non, je ne sais plus. Il n'y a que mathématiques. Oui. Que mathématiques. Après, il y a un oral. Voilà, vous avez un examen de mathématiques qui se fait en ligne dans un temps donné. Et à la suite de ça, ça va classer des candidats. Ça déterminera le seuil d'admissibilité. Et ensuite, il y a un oral avec des enseignants des deux écoles. Donc, voilà, c'est l'épreuve de maths qu'il faut passer. Oui. L'année dernière, on m'a dit que je pars que au niveau des informations de sélection des postulants, vous regardiez sur les... Ouais, cette année, c'est passé à 20. On a appris que l'année dernière, il y a des 600 installés de l'Assemblée à 500. Pourquoi je sélectionne plus ardu? Alors, en fait, c'est pas forcément... je sais pas si c'est plus ardu. Enfin, je veux dire 10%, 20%. Honnêtement, je suis pas sûre que ça va faire une différence majeure. C'est un souhait. Donc, c'est des critères qui sont déterminés par les instances de gouvernance de l'école, qui sont le conseil pédagogique et scientifique et ensuite le conseil d'administration. Et ils ont souhaité que cette année, les notes comptent un peu plus pour peut-être... en fait, je pense que comment dire, la raison principale, c'était de se dire aussi, vous êtes tous dans des parcours scolaires où on vous dit depuis que vous êtes en CP que les notes, que c'est ça, qu'il faut avoir des bonnes notes, que vous êtes tout le temps évalué sur les notes. Et là, d'un seul coup, on vous dit, ah mais non, mais à Versailles, les notes, en fait, ça compte pas du tout. Et donc, on se dit qu'il y avait peut-être un peu une dichotomie et quelque chose de pas très logique. Et qu'on avait aussi beaucoup de retours chaque année aux journées porte-vote en disant, mais alors c'est dingue, ça veut dire que si on est un bon élève, finalement, presque... c'est pas du tout pris en compte. Donc cette année, il a été décidé de le porter à 20%. Mais encore une fois, faites le calcul, ça va pas faire une différence fondamentale. Ensuite, de passer de 600 à 500, c'est là pour le coup, c'est purement mathématique. Parce qu'en fait, la plupart du temps, je crois que ce sont les 320 premiers classés qui sont admis dans l'école et que finalement... ça faisait déplacer des candidats, un plus grand nombre de candidats, ça faisait une organisation plus importante pour finalement pas grand-chose. Donc on a décidé cette année de descendre à 500. Et encore une fois, c'est que pour cette année, en sachant que l'année prochaine, ce sera différent.
Il y aura sûrement plus. Tu as un peu plus détaillé des 80%. Les 80%. Alors attendez, il y a 10% qui sont pour la fiche à venir là. Alors, Voilà. vous avez le détail sur Parcoursup. Mais c'est ce que j'allais dire, pour tout est sur Parcoursup. Ouais, Mais vous aurez tout le détail sur Parcoursup, sachant que ça recouvre donc à la fois la fiche à venir, ça va recouvrir la lettre de motivation et la partie qui s'appelle dans Parcoursup centre d'intérêt. Ouais. Hein, c'est les 80%, Ah oui, c'est ça. c'est l'étude du dossier qui n'est pas strictement les notes, tout simplement. Et si vous voulez le détail, à Versailles, comme dans toutes les autres écoles, vous avez dans la fiche Parcoursup le détail de comment on sélectionne à Versailles. Et dans chaque école, vous aurez ce détail, ce qui permet de comparer justement et de vérifier très exactement dans chaque école comment sont sélectionnés les candidats. Oui, la pondération, on pourrait la voir, c'est une grille commune et chacun met sa pondération. J'avoue que là, de mémoire, je l'ai plus et des fois les catégories sont un peu similaires. Donc regardez sur Parcoursup, vous aurez vraiment des choses très claires. Et vous pouvez remonter après dans les salles où nous avons des papiers où c'est tout détaillé. Ah oui. Je pourrais vous redire Oui, vous pourrez voir, très exactement. voir ça. Peut-être juste de... Ah oui, le micro. Ah super, merci. De passer juste peut-être à la prochaine pour dire quelques... Ah bah là, l'entrée par équivalence, vous avez toutes les infos ici, on en a parlé. Et donc, ah oui, ne se cumule pas avec une candidature en première année, mais en fait, bon, voilà. Il n'y a pas l'APA, l'entrée l'APA, est-ce que tu peux... Voilà. Une petite info aussi pour ceux qui sont intéressés par la candidature, l'entrée à l'APA. Sur Parcoursup, il faut chercher l'école de paysage de Versailles. Si vous cherchez l'école d'architecture de Versailles, vous ne trouverez pas. Il faut chercher l'école de paysage de Versailles. Alors, il faut savoir, par contre, c'est pas les mêmes niveaux de frais d'inscription. Les écoles d'architecture sont beaucoup moins chères que les écoles de paysage. Voilà une information qui peut vous être utile. Et donc, vous paierez vos droits d'inscription et vous serez inscrit principalement à l'école du paysage, mais vous aurez aussi une inscription, une carte d'étudiant, etc., dans les deux autres écoles, l'école d'architecture et l'école d'art. C'est un deuxième vœu, c'est un autre code. Oui, c'est un autre vœu, c'est autre chose. Et donc, vous pouvez très bien, après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer vos vœux, mais vous pouvez très bien être à la fois candidat à l'école d'architecture de Versailles, au double diplôme architecte-ingénieur et à l'APA. Et ce sont 3 vœux dans 3 établissements dans Parcoursup différents. Voilà, en sachant que APA et double diplôme architecte-ingénieur, c'est des profils quand même très différents, mais pourquoi pas, peut-être que certains cumulent, ce serait super. Attendez, juste, on va vous donner peut-être le... Non ? Ouais. Comme ça, ouais. Oui, vous parliez tout à l'heure d'une sorte d'accusé de réception une fois qu'on a formulé notre vœu sur Parcoursup. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui, vous allez recevoir un message de la plateforme. Voilà. On le reçoit dès qu'on saisit le vœu, à partir de lundi, ou c'est après le 1er avril? Mais ça, c'est un retour qui se fait depuis la plateforme. Nous, on n'a pas la maîtrise du calendrier. Oui, d'accord. Voilà. Pour le coup, c'est très suivi, c'est très simple. Parcoursup, c'est vraiment fait pour des étudiants en terminale. Normalement, les candidats étudiants sont restés bien accompagnés par leur lycée. Vous pouvez, si c'est toujours comme ça, de mes vieux souvenirs avec mes propres enfants, vous pouvez mettre votre mail et vous pouvez demander à recevoir les mêmes informations que les étudiants. Dans mon souvenir, si vous mettez vos adresses mail en tant que parent, vous pouvez avoir les mêmes informations. C'est-à-dire que quand votre enfant recevra une information de Parcoursup, vous la recevrez aussi, ce qui peut être utile suivant les enfants qu'on a. Voilà. Et vous verrez, c'est très, très simple, Parcoursup. Et pour le coup, il vous informe bien, il vous envoie des mails régulièrement, il vous rappelle les délais. Et c'est... Oui, ça fonctionne bien. Une machine assez bien faite. Ouais. Non, c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on fait que critiquer. Donc, moi, je veux bien vous parler aussi de votre stratégie de choix de vœux sur Parcoursup. Parce que je vous conseille d'organiser votre plan B. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sélectionné imaginons que vous ayez choisi de postuler en classe APA, Archi-Ingé, architecture. Si aucun de ces choix ne vous est validé, il va falloir faire d'autres choix pour une inscription dans l'enseignement supérieur l'année prochaine.
Mais si vous gardez en tête de tenter une nouvelle fois l'architecture, je vous conseille de toute façon vous orienter en plan B sur une formation diplômante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, puisque nous sommes dans le cycle licence, master, doctorat, LMD, il vaut mieux également, en plan B, choisir une formation qui est aussi sur le plan licence, master, doctorat, parce qu'il y a des équivalences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, puisqu'il y a une possibilité d'entrer à l'école de Versailles comme dans d'autres, en équivalence, disons en cours de cursus, par exemple en L2, en deuxième année de licence, ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez déjà validé un certain nombre d'enseignements et quelques années, par exemple, à l'université. Par exemple, ça peut être une autre école, une école d'art ou une autre école, enfin bon, un autre cursus, mais qui est dans le LMD. Et là, vous gagnez du temps, vous gagnez votre L1 que vous ne faites pas à Versailles, vous entrez directement en L2. Évidemment, les places sont très limitées, hein, ça il faut le dire, les places sont très très limitées, mais c'est un plan B. Voilà. Hein. Et vous pouvez même valider une licence d'urbanisme, ou de géographie en université et revenir rejoindre l'architecture. Donc tout ça, à partir du moment où vous êtes sur du cycle licence, master, doctorat, vous êtes sur une bonne stratégie. Voilà. Oui, et même si vous faites, je sais pas, une année de, je sais pas, d'histoire de l'art et que vous rentrez en première année d'architecture, vous aurez déjà validé les enseignements d'histoire de l'art. Enfin voilà, ça vous permet d'avoir justement des équivalences, d'acquérir ce qu'on appelle des crédits qu'on peut ensuite valoriser et valider chez nous et dans des autres établissements. Oui. On va repasser le micro pour que les gens qui suivent la conférence à distance entendent vos questions. Excusez-moi, quand vous dites les places sont très limitées pour entrer par équivalence, c'est de l'ordre de combien ? Sur combien ? On va être sur une promotion. C'est 5 places. Ah non, c'est ça, ouais. En L2 et en L3, et c'est 10 places en M1. Voilà. Donc c'est très très petit. Donc c'est très limité. Mais après, chaque année, on vote une nouvelle capacité d'accueil, mais c'est toujours plus ou moins de cet ordre-là. Ouais. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question concernant l'hébergement. Je sais qu'il n'y a pas d'internat à l'école, mais est-ce que vous avez des partenariats avec le Crous, comme le font certaines écoles ? Oui, bien sûr, il y a des logements par le Crous. Après, c'est toujours, quel que soit l'endroit, un nombre limité. Et ensuite, il y a un certain nombre de logements privés aussi à Versailles, des chambres d'étudiants. Et je crois qu'on... Les logements du Crous, c'est à demander sur le dossier social étudiant de l'étudiant. C'est vraiment par le DSE, comme la bourse en fait. Ouais. On peut demander une bourse sur critères sociaux et un logement. Donc ça se fait vraiment à cet endroit-là. Nous, on valide les bourses après, mais on ne gère pas les dossiers Crous. C'est le Crous vraiment, ouais, exactement. Vous avez parlé de plan B. Que pensez-vous des écoles prépa ? Il n'y a pas d'école de préparation, il n'y a pas d'école préparatoire aux études en architecture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, mais, non, mais bien sûr que ça existe. C'est ce qu'on essayait de vous dire. Tous les ans, il y a des étudiants qui le font, il y a des étudiants qui ont fait des prépas et qui sont admis. Hein, c'est-à-dire ça existe, ça... On a tous les ans, mais franchement, c'est ce qu'on essaie de vous dire. On ne pense pas, nous, que ce soit une bonne solution. On pense qu'il faut mieux s'inscrire dans une formation diplômante qui, à mon avis, vous donnera plus de chances de regagner, de rejoindre ensuite l'école. Et en tout cas, vous ne fera pas perdre de temps, en fait. Bon, après, attention. Et d'argent, voilà, c'est ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. On sait que ça existe. Oui, faites attention parce que... Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Oui, les écoles préparatoires vous annoncent une préparation à des épreuves pour une entrée et ces épreuves-là n'existent pas. Voilà. Hein, voilà. Donc, alors effectivement, ça donne une ouverture sur le monde, sur les questions d'architecture. C'est très bien d'aller s'exercer, s'auto-tester, mais... il n'y a pas d'épreuve d'entrée dans les écoles. Donc les écoles privées les prépas qui vont vous dire on vous prépare aux épreuves, il n'y a pas d'épreuve. Si ce n'est se préparer à un oral, où il y a des épreuves. Il n'y a pas d'épreuve. 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 Il
Voilà. Donc, c'est tout. Comment vous faites le tri dans les lettres de motivation qui ont été rédigées par l'IA? Le tri, il est surtout humain. Et très honnêtement, on a des avis différents selon dans l'école. Voilà. Mais il parle d'IA. Oui, l'IA. Ah oui. Donc, alors après, on a un logiciel qui permet aussi de faire de la détection d'IA, mais ça va être surtout une détection humaine. Voilà, on est beaucoup à penser que oui, ça peut être un outil intéressant, mais voilà, la lettre qui sera entièrement faite par l'IA et ça se verra à 3 kilomètres. Il y a quand même de grandes chances que ce soit une lettre qui soit écartée immédiatement. Donc voilà, ça sera un jugement humain de la personne qui va lire la lettre. Que vous l'utilisiez comme un outil, oui, que vous fassiez juste une lettre avec l'IA, je pense que c'est un peu dangereux. Mais... Oui, parce qu'en fait, nos étudiants ont l'habitude d'évaluer les étudiants. Les enseignants. Les enseignants ont l'habitude d'évaluer les étudiants. Les enseignants sont aussi des professionnels. Donc, ils côtoient l'IA, ChatGPT, etc. Et les attentes, elles sont sur la lettre de motivation des attentes de sincérité et d'expérience. Donc, à la limite, l'IA peut vous aider sur des problématiques de syntaxe, mais sur les contenus, elle va pas vous l'IA va pas vous inventer des expériences que vous n'avez pas vécues et des sentiments que vous n'aurez pas eus parce que vous n'aurez pas fait l'expérience de la découverte. Donc, de toute façon, elle sera écartée, on le saura. On peut l'utiliser intelligemment ou pas, voilà. Est-ce que après avoir fait une formation de DNMAD Espace, les notes de la formation, elles comptent sur Parcoursup? Elles ne compteront pas dans le calcul automatique. Après, les membres du jury qui regardent les dossiers sur Parcoursup, ils ont accès à l'ensemble de votre dossier. Donc, les notes que vous aurez pu rentrer ou la façon dont vous aurez pu mettre en valeur votre formation dans Parcoursup, il y a un espace pour ça. Ça pourra être vu par la personne qui lira votre lettre et qui regardera votre dossier. Mais ce n'est pas pris dans le calcul automatique. Après, par équivalence, on prend régulièrement des gens issus de DNMAD et design d'espace. Pour le coup, ça vaut le coup de postuler par équivalence. Bonjour. Quels sont les critères principaux que vous tenez en compte sur la lettre des motivations, même si ça doit être différent comme c'est une sélection humaine, vous dites, mais quels sont les critères principaux? Alors, sur les critères, c'est toujours les mêmes en fait, qui sont imposés par Parcoursup, encore une fois avec la pondération, là, les 20%, 10%, etc. Je crois que ça a été assez dit. Ce qui est principalement recherché, c'est effectivement qu'il y ait une certaine sincérité de la part du candidat, qu'on voit qu'il a réfléchi à ce qu'il souhaite faire, que l'on voit qu'il y a un vrai justement projet de formation, qu'on voit, voilà, vous êtes là aujourd'hui, c'est bien, que vous êtes renseigné sur la formation visée. Non, mais je veux dire, redonner les critères avec des chiffres qui ne veulent pas, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc les résultats scolaires 20%, méthode de travail 10%, savoir-être 20%, motivation 30% et engagement et activité 20%. Tout ça, vous le retrouverez en beaucoup plus détaillé dans la fiche Parcoursup. Et donc effectivement, ces 30% va être voilà, quand même sensible, ce que vous nous parliez un peu d'architecture, un peu, je sais pas, de la ville, d'urbanisme, que vous soyez sincère sur ce qui vous touche, sur pourquoi vous voulez vous engager dans ces études, en temps le plus sincère possible. Après, voilà, enfin, on a vu les chiffres, il y a 3000 lettres de motivation. Ouais. Mais il y a plein de façons d'entrer, on l'a vu. Enfin, soyez pas, enfin, vous arriverez tous à rentrer, à un moment. Oui, l'école de Versailles étant ouverte, comme beaucoup d'autres écoles, mais je vais vous parler juste de la nôtre, sur les problématiques du monde, climatiques, sociologiques. En fait, les enseignants qui composent les jurys
attendent des candidats une ouverture au monde et une grande curiosité en fait. On n'attend pas que vous ayez des acquis, puisque de toute façon, vous n'avez jamais fait d'architecture. Donc, votre expérience de l'architecture, elle est pas dans une pratique, mais elle est dans une curiosité, une lecture, une espèce de culture que vous avez vous-même de l'architecture et peut-être une fascination pour certains sujets que vous pouvez exprimer dans la lettre de motivation. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Voilà, c'est ça les attentes en fait. C'est vrai qu'on Mais- va chercher, oui, c'est vrai, une grande curiosité intellectuelle. N'hésitez pas à parler, enfin je sais pas si vous avez vu des expositions, si vous avez lu des livres, enfin voilà, on cherche quand même une lettre qui est bien construite, de montrer voilà une curiosité, ce qui ne veut pas dire du tout, parce que enfin, moi je sais que chaque année que je fais ces entretiens, il y en a qui nous disent à tous les voyages, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils sont allés à l'autre bout du monde et tout, bah, c'est super, enfin, tant mieux pour ceux qui peuvent, mais c'est pas du tout ça qui va donner plus de valeur, enfin parler peut-être du village dans lequel vous vivez, de la façon dont il s'est construit, dont il est organisé, des problématiques qu'il y a actuellement. C'est pas en termes de climat, d'accès au logement, de ça. Enfin, tout ça peut être vraiment intéressant. C'est pas besoin d'être allé au Japon. C'est pas du tout ça. Mais montrez votre curiosité intellectuelle, montrez voilà ce qui vous a intéressé, des films que vous avez vus peut-être, voilà, qu'est-ce qui vous a marqué et comment vous voyez les choses sur les questions d'espace. J'aimerais savoir pour moi, est-ce que le fait d'être venu en voie par la filière technologique change quelque chose ici ou pas du tout? Ça change, pardon, non, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Non, mais voir, ça peut être bien parce que si vous regardez la stratégie nationale de l'architecture publiée par le ministère de la Culture, nous avons effectivement comme objectif dans les écoles d'architecture d'accueillir de plus en plus de bacheliers issus des filières technologiques et professionnelles. Donc, en tout cas, ça changera rien négativement, éventuellement positivement. Et de toute façon, ça revient au même. Hein, vos notes vont être regardées par Parcoursup, calculées. Le score va être calculé, que vous soyez en général ou en technologique, ça change strictement rien. Donc, non, même bravo. C'est très bien. Et un élève ayant fait sa terminale au CNED, est-ce qu'il serait désavantagé pour l'admission? Non. Le CNED, non, il y a des notes, vous avez les mêmes, vous avez également des bulletins de notes donc non, vous avez passé le bac français, tout ça, donc non. Par contre, ça va peut-être être une expérience intéressante dont vous pouvez parler, peut-être. Non, je crois qu'il faut le micro, non. Moi, j'ai une question par rapport aux admissions en équivalence. Par rapport, si on fait faire un DNMAD, est-ce qu'on peut rentrer en équivalence à partir de la première année de DNMAD ou c'est mieux d'avoir fait finir le DNMAD dès 3 ans? Alors, déjà, on ne peut pas rentrer par équivalence après avoir fait 1 an d'études supérieures. Il faut être en L2 quand on fait sa demande d'équivalence. Voilà, déjà, c'est la première chose. Après, de ce que je vois, moi, des dossiers d'équivalence, les gens qui viennent chez nous en ayant fait un DNMAD, ils ont fait les 3 ans du DNMAD, ils rentrent directement en 3e année. C'est le chemin que j'ai vu le plus fait, en fait. Voilà. Et ils réussissent plutôt bien après, d'ailleurs. Merci. Vous avez évoqué que la procédure d'admission Parcoursup va changer l'année prochaine pour les écoles d'architecture. Est-ce que ça va également être le cas pour les doubles diplômes ingénieur architecture? Non, ça restera inchangé pour la classe APA et pour le double diplôme architecte-ingénieur, ça ne changera pas. Il faut que le micro arrive, le pauvre. Oui, je voulais savoir pour la formation diplômante, quand vous conseillez en effet une voie de secours en formation diplômante, vous parlez beaucoup d'urbanisme ou de géographie. Est-ce que ça peut être une licence, par exemple, d'économie? Est-ce que l'équivalence... C'était juste un exemple. Oui, c'est un exemple, ça peut être une autre licence, bien sûr. Oui. D'accord. Non.
Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tout à l'heure, vous disiez que en faisant, si on n'était pas admis, vous conseillez au niveau de la stratégie de partir sur un cursus LMD, de faire une première année de licence avec une possibilité de rentrer en L2 non, d'architecture. Non, J'ai mal pardon, je compris me suis peut-être mal exprimée. Je vous conseillais de choisir un plan B sur une filière diplômante, mais par contre, je me suis peut-être mal exprimée, mais après une première année en licence en fac, vous ne pouvez pas faire une demande d'entrée en L2 en architecture. Il faut déjà au moins faire 2 ans. Voilà. En fait, vous vous C'était, inscrivez dans une autre licence, c'est ça. Oui, c'est Vous ça. pouvez refaire au bout d'un an de nouveau Parcoursup. C'est ça, hein. Oui, Vous pouvez redemander Parcoursup, le faire. Oui, voilà. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché une année que ça marche pas une deuxième, l'année d'après, ça c'est sûr. Et ensuite, si ça ne marche toujours pas, vous continuez dans votre licence et puis ensuite, vous pouvez demander une entrée par équivalence. Vous comptez à peu près combien de places pour les élèves qui sont intéressés pour le double diplôme? Alors, double diplôme, pardon, on a augmenté, c'était 20, maintenant c'est 25. Merci. 25 cette année. Excusez-moi, vous pourriez nous dire ce qui changera l'année prochaine dans Parcoursup pour les critères de sélection? Vous disiez que Ça, ce je serait peut-être ne une peux pas vous le dire. sélection C'est pour l'instant en travail, donc ça, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va changer et qu'a priori, ce sera un seul vœu et des sous-vœux. Mais sinon, sur les critères, il faut que les 21 écoles harmonisent leurs critères. Mais ce sera une Donc, c'est un travail. sur les notes très certainement. Ah oui, La par première contre, oui. sélection sera une sélection uniquement sur les notes, très certainement. Mais ce ne sera pas plus sélectif, en fait. Non, mais ce ne sera pas plus sélectif du tout. C'est qu'en fait, il y aura plus de personnes qui vont accéder à l'oral, au contraire. Oui, alors, ah oui, non, je ne sais pas où est le micro. Ah, juste une question, est-ce qu'il y a des quotas géographiques? Est-ce que vous organisez les sélections, des acceptations, enfin des admissions dans les écoles en fonction de l'origine géographique? Non, du tout. Donc oui, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que donc, les entretiens, ça a lieu ici à l'école le 11 mai. Et il y a certains entretiens qui peuvent avoir lieu en visio pour des gens qui seraient empêchés. Qui sont outre-mer, Voilà. Les candidats ultramarins, les candidats qui sont à l'étranger. Et dans un cas extraordinaire, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez eu un accident, voilà. Dans ce cas-là, mais sinon, ce sera ici à l'école le 11 mai. Bonjour, moi une petite question par rapport au barème sur les notes. Je sais que selon les écoles, les spécialités sont valorisées ou égales par rapport aux autres matières. C'était pour savoir si c'était, comment ça se déroulait dans votre établissement. Vous avez encore une fois ça, si vous allez chercher un peu dans Parcoursup, vous aurez les éléments, vous avez le rapport public aussi pour toutes les écoles. Chez nous, les spécialités, elles sont au même niveau. Encore une fois, c'est pour cette année. Oui, vraiment, je le répète, il n'y a pas de sélection en fonction de vos choix. L'idée, c'est que les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant dans l'enseignement secondaire vous correspondent bien et que vous soyez en accord avec ce que vous avez fait au maximum et que vous sachiez faire passer le message de votre intérêt dans l'architecture dans votre lettre de motivation. Après, la provenance de chacun des candidats n'est pas sélective. L'école de Versailles accueille des profils très multiples. Vous allez le voir dans les travaux que vous verrez tout à l'heure, mais on peut avoir des profils très, très matheux, des profils très artistiques, ou les deux, ou très littéraires. Vous pouvez être issu d'un bac pro, un bac ST2I, venir d'un DNMAD espace art design. Enfin voilà, vous êtes tous. Il n'y a pas de sélection en fait à ce niveau-là, d'accord? Voilà. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez aussi nous retrouver en haut dans l'espace rotonde. Et moi et mes collègues. En haut, c'est le deuxième étage du bâtiment de la petite école.
Si vous avez des questions plus spécifiques ou vous voulez discuter un peu plus longuement sur certains points, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, pour les cas particuliers, ouais. Est-ce qu'on peut postuler 2 années de suite par équivalence? Par exemple, si on n'est pas pris une année, est-ce qu'on peut postuler l'année suivante où il y a un quota? Oui. Ok. Et est-ce que vous recommandez, si donc la personne veut rentrer par équivalence, d'aller au bout de son diplôme, si elle est en 2e année cette année, d'aller au bout du diplôme de licence ou de bachelor, ou alors de postuler dès la 2e année d'études supérieures? Elle peut postuler dès la 2e année et voir ce qui se passe. Et sinon continuer dans son cursus de départ et repostuler l'année suivante. Oui, moi c'est ce que je dirais aussi. Mieux vaut le faire plusieurs fois et maximiser ses chances. Pour les inscriptions par équivalence, un BTS économie de la construction, est-ce que pour vous c'est une équivalence acceptable, intéressante? Après, ça dépend vraiment du dossier. Vraiment, le jury regarde l'ensemble du dossier, le portfolio, la lettre de motivation, vraiment l'ensemble du dossier. Tous les éléments du dossier sont regardés et ça va être vraiment jugé sur l'ensemble du dossier. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça en vous disant oui, non, parce que vraiment, avec le même diplôme, 2 dossiers différents, ça va pouvoir être un oui et un non. Il n'y a pas un diplôme qui va ouvrir la porte à coup sûr comme un diplôme qui va fermer la porte à coup sûr. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que je pense BTS économie de la construction, là où il y a peut-être un intérêt quand même à dessiner, à développer le dessin, parce que j'imagine qu'en BTS droit de la construction, vous ne faites pas forcément beaucoup de dessins. Et donc ça, pour le portfolio, pouvait être un peu limité. Donc il faut avoir une pratique personnelle, je pense, en parallèle. Et donc, vous avez parlé de portfolio. C'est possible de postuler avec le portfolio aussi en STD2A? C'est obligatoire, le portfolio. C'est un élément essentiel. C'est si vous postulez par Parcoursup, vous ne pourrez pas amener de portfolio à l'oral. En revanche, c'est un élément essentiel du dossier si vous candidatez par équivalence. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Oui, si. Non, pour le micro. Oui, ce que j'allais dire, on peut peut-être juste passer. Hop. Donc là, on vous a indiqué les coûts pour les inscriptions qui sont payées directement chez nous, c'est-à-dire pour le diplôme d'architecture. Donc les droits d'inscription, c'est 390 € pour les 3 années de licence et 535 € par an pour les 2 années de master. Et à ceci, il faut ajouter la contribution vie étudiante et de campus, la CVEC, et c'est 150 € maintenant, je crois. Non, 100 €. C'était 90, 110, pardon. 110. Avant, ça a commencé à 90. Voilà, c'est ça, je pensais qu'on était déjà à 150. Non, on est qu'à 110. À 110 €. Et Parcoursup, vous devez payer 39 € pour par vœu de frais de dossier. Donc en sachant... Pour être exonéré, que ce soit sur Parcoursup ou pour les équivalences, vous devez avoir un dossier de bourse de l'année 25-26. Vous devez être boursier déjà en 25-26 pour être exonéré. Donc si par exemple vous postulez sur Parcoursup et que vous vous dites l'année prochaine, si je suis pris à Versailles, je serai boursier, c'est une chose, mais vous ne serez pas exonéré. Sur Parcoursup, il faut être vraiment boursier de 25-26. Donc boursier du secondaire, quoi, c'est ça. Voilà, ce qui n'est pas pareil que boursier du supérieur. Il faut être déjà boursier en 25-26 pour être exonéré des frais de dossier. Oui, ça c'est important. Et par contre, vous pouvez ne pas être exonéré des frais de dossier, mais en revanche être exonéré après des frais d'inscription, c'est ça. Si vous êtes après boursier du supérieur en 26-27. Et donc ça, alors, en sachant donc, que pour l'APA et pour double diplôme architecte-ingénieur, sont des frais qui sont beaucoup plus élevés. Sauf si vous êtes boursier, dans ce cas-là, c'est la gratuité.
La PAD, d'un seul coup, Il n'y a pas longtemps, 2000 et quelques. Ouais, aussi j'ai une date, je sais plus, c'est 2500 ou 2300, mais voilà. Et c'est 5000 € pour architecte, ingénieur. Et si vous êtes boursier, c'est 0. Et les frais pour Archi-Ingé et pour APA sont payés soit à Cergy, soit à l'école du paysage, suivant la formation, et pas chez nous. Voilà. On vous a mis, c'est un budget estimatif, mais c'est vrai qu'il faut savoir que les écoles pour les études d'architecture, il y a des coûts quand même voilà, qui résultent de l'achat des matériaux pour les maquettes, par exemple. Donc là, on avait mis que ça pouvait représenter quand même 300 à 500 € par an. Et quand vous passerez votre projet de fin d'études, là, ça peut être plus important. Mais après, c'est aussi selon le projet qu'on élabore. Voilà, il y en a, on peut avoir des frais plus ou moins importants, mais voilà, on l'indique quand même parce qu'il faut le savoir qu'il y a quand même un coût de matériaux qui, même si une partie est prise en charge par l'école, tout n'est pas pris en charge par l'école. Il y a des choses qui reviennent, les frais d'impression par exemple aussi, qui reviennent aux étudiants. Voilà, et on vous a mis un petit indicatif, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Parce que vous connaissez peut-être la charrette, qui était la grande tradition des écoles d'architecture, c'est-à-dire travailler toute la nuit, et même des agences d'architecture, quelque chose contre lequel on lutte beaucoup. Vous ne devez travailler que la journée. Donc, on a revu toute l'organisation du cycle licence. Et donc, voilà, ce qu'on vous demande à peu près aujourd'hui, c'est une semaine de 35 heures, 35 heures, 38 heures, voilà, de travail encadré et personnel. Par semaine. Et évidemment, on vous encourage beaucoup dès à présent à aller voir des expositions, à lire le plus possible, à regarder tout un tas de choses, à vous documenter le plus possible. Y a-t-il encore des questions après tout ça? Oui, l'écran. Bien sûr. Attends, s'il faut... Environ, pour la première année, tu dis ta question, mais genre... Oui. Ouais. Alors, je répète la question, ce sont des promotions de combien d'étudiants par an, pour savoir à peu près quel est le nombre. Première année, par exemple. Par exemple 150 à peu près étudiants. Ce qui comprend donc les étudiants qui rentrent par Parcoursup, les étudiants parce qu'il y a d'autres portes d'entrée pour les étudiants étrangers. Donc ces étudiants-là et les quelques redoublants. Oui, vous verrez, c'est 130 sur Parcoursup, mais ça pourra aboutir à une promotion de 150. Ouais. Oui, du coup, si j'ai bien compris, c'est que si on est en... Merci. Je cherchais toi. Si on est en L1 et on veut postuler en école d'archi, il faut refaire Parcoursup. Mais si on est en L2, on fait par équivalence. C'est ça. Si vous êtes là actuellement en L1, c'est Parcoursup. C'est en fait, si vous voulez arriver en L1, ce sera Parcoursup. Si vous voulez arriver en L2, il faut déjà être en L2 ailleurs. Et à ce moment-là, vous pouvez postuler par équivalence, oui. Mais moi, j'aurais un conseil quand même de faire les deux. Hein. Enfin, moi, si vous avez très envie de rentrer dans une école d'architecture, je ferai Parcoursup cette année. Et si ça ne marche pas, je ferai une entrée par équivalence l'année prochaine. Mais c'est mon avis personnel. Mais... C'est bon, on s'arrête là? Ouais. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visiter l'école. Et s'il y a des questions d'un seul coup qui surgissent, donc vous pouvez, au 2e étage du bâtiment de la petite écurie, dans le bâtiment là derrière, un peu plus de l'autre côté de la cour, vous pouvez venir poser toutes vos questions au gestionnaire de formation. Merci.